Bonjour et bienvenue, vous écoutez C'était ce jour-là, une série de podcasts consacrée à l'histoire des Juifs en Europe. Je suis Isabelle Pirambeau, ancienne correspondante de presse à l'étranger, traductrice et rédactrice. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de ceux qui se consacrent à la mémoire de l'Holocauste. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans le quartier des Chartrons, à Bordeaux, avec Julia Erebachtel. Cette jeune femme de 25 ans a décidé de raconter l'histoire de sa famille juive via une série documentaire de 5 podcasts. Dans cette série, elle raconte l'histoire de ses grands-parents cachés à Saint-Agrève en Ardèche, tout près du Chambon-sur-Lignon, une commune qui occupe une place exceptionnelle dans l'histoire du sauvetage des Juifs en France. C'est en compagnie de Patricia, la fille de son arrière-grand-mère juive Sarah, que Julia revisite le passé de sa famille et de cette région. Mais laissons Julia nous raconter avec ses mots comment elle compte structurer son histoire et l'importance qu'elle accorde au devoir de mémoire. Je m'appelle Julia Erebachtel, j'ai 25 ans. Je réalise en ce moment un documentaire podcast autour du devoir de mémoire sur l'histoire de mes arrière-grands-parents qui ont été cachés à côté du Chambon-sur-Lignon dans un petit village à Saint-Agrève entre 39 et 45 puisqu'ils étaient juifs, donc ils se sont cachés dans cet endroit-là. Pour ma part, je suis sortie des études il y a 4 ans et puis j'ai décidé de me lancer dans le podcast puisque j'avais lancé un premier podcast qui avait bien fonctionné. Aujourd'hui, j'en fais mon métier, d'où ce support podcast qui m'a semblé évident pour la réalisation de ce documentaire. Est-ce que vous pouvez m'exposer l'histoire que vous allez raconter dans ce documentaire et quelles sont les différentes étapes de votre récit ? Cette histoire, elle commence par celle de mes arrière-grands-parents cachés près du Chambon-sur-Lignon, dans un petit village de 2500 habitants, près de Saint-Agrève. Mon arrière-grand-mère, quand elle est arrivée, est tombée enceinte et quelques temps après la naissance de sa petite fille, elle a perdu son bébé. À l'époque, le village de Saint-Agrève lui propose d'ouvrir une place dans le cimetière du village pour enterrer son enfant et offrir à son enfant une sépulture digne de ce nom. Alors ensuite on passe en 2018, donc on fait un petit bond dans le temps. On est chez ma grand-mère Patricia, donc la fille de Michel et Sarah, c'est ses arrière-grands-parents cachés dans le Chambon-sur-Lignon entre 39 et 45. Leur fille Patricia naît donc après la guerre et chez elle, elle écoute la radio et ce qu'elle va découvrir va particulièrement la marquer puisqu'elle découvre que dans ce même village, à Saint-Agrève, une famille en 2018 vient d'ouvrir son caveau familial pour proposer à une famille de réfugiés kosovars d'enterrer leur enfant puisque eux aussi viennent de perdre un bébé. Alors vous qui êtes allés sur le terrain, qui avez parlé aux habitants, qu'est-ce que ces histoires révèlent du Chambon-sur-Lignon ? Est-ce qu'au Chambon-sur-Lignon on sait plus qu'ailleurs ? Quelles sont les conclusions que vous en avez tirées ? Alors déjà sur le Chambon-sur-Lignon, on remet absolument pas en question ce titre, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la ville du Chambon-sur-Lignon qui a tendu la main aux Juifs. Donc certes, le Chambon-sur-Lignon a reçu le titre de juste, mais il n'y a pas que le Chambon-sur-Lignon. Il y a aussi tous les petits villages et notamment Saint-Agrève, ce que je raconte dans mon documentaire, puisque le lieu de ces deux histoires, de ce parallèle de ces deux histoires, pour ma part se passe à Saint-Agrève. Donc moi je me suis vraiment concentrée sur Saint-Agrève. Donc déjà la première chose, c'est qu'effectivement le Chambon-sur-Lignon, oui, mérite ce titre de juste, mais en vérité, il y a plein d'autres villages qui ont tendu la main. L'autre chose, effectivement, où on peut faire le rapprochement, c'est que parmi les personnes que j'ai rencontrées tout au long de ce séjour à Saint-Agrève, je leur ai posé la question, pourquoi est-ce que on parle de cette région de France plus qu'une autre, et pourquoi est-ce que ici on aide l'autre en général, quelle que soit l'époque. En vérité, ce que les gens que j'ai rencontrés m'ont répondu, c'est qu'on aide partout en France, sauf que la solidarité, ça se fait aussi en silence, et qu'il y a plein de villages en France, plein de villages en Europe, plein de villages dans le monde qui aident les autres, seulement on les connaît pas parce que c'est juste des personnes qui ont envie d'aider généreusement et sans penser à se mettre en avant, sans arrière-pensée finalement, c'est juste de la générosité gratuite, je dirais. Est-ce que vous avez des anecdotes à raconter sur votre famille ? Qu'est-ce qu'on vous a raconté de cette époque ?
Alors déjà, mon arrière-grand-père et sa femme ne sont pas arrivés ensemble. Mon arrière-grand-mère est arrivée avec sa fille. Elle a passé d'ailleurs la ligne de démarcation dans un petit village qui s'appelle Brigueuil, qui est en Charente. Et mon arrière-grand-père est arrivé sous des faux papiers en tant que militaire polonais. Donc sous des faux papiers, il s'appelait Michel Zilberberg. Il était sous une identité de Władysław Bielski pour être sous couverture. Comme ils vivaient tous ensemble, ça pouvait paraître bizarre qu'une femme et un enfant seuls, et que donc ils étaient a priori cousins-cousines selon ce qu'ils se disaient dans le village. Ma grand-tante a appelé son père tonton pendant plusieurs années pour justement protéger cette couverture-là, et il s'avère que mes arrière-grands-parents avaient décidé, pour protéger cette couverture, d'accepter de dire que mon arrière-grand-mère était sûrement une femme assez légère, puisqu'elle avait eu a priori un enfant avec on ne sait qui, pour justement protéger l'identité de son mari et dire que c'était son frère. Et sur votre grand-père ? Alors, une histoire qui l'a, j'imagine, très probablement traumatisé. J'ai souvent entendu qu'il était en bas du village. Donc, pour resituer, Saint-Agrève, c'est quand même sur la colline. On va dire que ça monte. C'est plutôt des petites routes qui montent, ou alors il faut avoir des bons mollets pour le monter à pied. Lui, le monter à pied, une voiture de la police s'arrête et lui disent: mais monsieur, où est-ce que vous allez ? Il dit: je vais à Saint-Agrève, un petit peu plus haut. Il lui dit: attendez, montez dans la voiture, on va vous conduire jusqu'à Saint-Agrève. Et là, déjà, il est soi-disant de l'armée polonaise, ce qui est complètement faux. C'est un juif parmi tant d'autres caché à Saint-Agrève. Et donc, j'imagine qu'il passe les 5 minutes dans la voiture les plus horribles et les plus longues de sa vie en se disant: mais je suis avec l'armée, je suis avec la police, je suis pas du tout censé être là, ils savent pas que je suis juif, donc il est avec l'ennemi dans la voiture. Et puis surtout, il se dit: quand on va me déposer dans le village devant tout le monde et que je vais descendre de cette voiture, mais comment vont me regarder les habitants ? Et fort heureusement, la police, je sais pas si c'était voulu ou pas, l'ont déposé un petit peu avant d'arriver au centre du village, donc il n'a pas eu à se confronter au regard des personnes du village, et il a pu terminer tranquillement à pied. Alors, vous m'avez dit que votre podcast allait faire 5 épisodes. Expliquez-moi comment vous allez procéder. Alors, il y aura plusieurs étapes pour cette série documentaire. On commence sur l'histoire de cette chronique, la découverte de cette chronique à la radio par ma grand-mère. Puis en découle donc le parallèle entre l'histoire de mes arrière-grands-parents et l'histoire de cette famille kosovare. Dans un premier temps, je suis allée interviewer ma grand-tante et ma grand-mère pour qu'elles me racontent Saint-Agrève, le village, pour qu'on ait le point de vue plutôt entre 39 et 45, comment ma grand-tante qui l'a vécu justement de ses yeux d'enfant. Qu'est-ce que ma grand-mère a entendu de la bouche de ses parents plus tard après la guerre. Puis ensuite, on part pour ce voyage en famille, où on est parti donc justement en famille entre ma grand-mère, ma grand-tante et moi-même, donc sur 3 générations. On part à Saint-Agrève. Tout au long du documentaire, ma grand-tante raconte des petites anecdotes quand on se promène dans le village, des choses qu'elle a ressenties, des choses qu'elle a vécues pour ce petit pèlerinage personnel. Puis bien évidemment, il y a aussi tout le pan actuel, c'est-à-dire l'accueil qui est fait aux demandeurs d'asile. Donc à ce moment-là, on va rencontrer cette famille kosovare justement. Je suis allée à la rencontre aussi de Jeanne, qui est la personne qui les a accueillis, donc cette famille pendant 4 ans chez elle, et puis aussi des associations, Plateau Asile Solidarité notamment, qui m'a accueillie chez elle pour justement me parler de l'aide qui est faite aujourd'hui à Saint-Agrève et en général dans la région pour aider les demandeurs d'asile. Donc voilà un peu comment s'articule tout ça. Il n'y a plus que votre grand-tante qui peut encore parler de cette époque ? Oui, tout à fait. Donc on en a parlé avec ma grand-tante qui est donc venue dans ce voyage à Saint-Agrève. Donc pour moi, c'était une façon de relater tout ça dans un documentaire. Pour elle, c'était presque un pèlerinage. C'était un retour sur les lieux de son enfance. On
s'est promené dans les rues, elle s'est rappelé des endroits où elle avait grandi, elle m'a raconté au fur et à mesure qu'on se promenait dans les rues des anecdotes qu'elle se rappelait en revisitant la ville, et pour moi je la découvrais, pour elle se rappelait de ces histoires. Donc oui, donc ma grand-tante reste le seul témoin de l'époque, puisque malheureusement toutes les personnes soit qui ont hébergé des juifs entre 39 et 45, ou soit qui étaient enfants au moment de ces faits-là sont décédées. J'ai rencontré une personne qui était née à ce moment-là, mais elle était vraiment tout bébé, donc en fait c'était pas une personne qui était à même de me raconter l'histoire, et malheureusement toutes les personnes qui ont vraiment connu cette histoire, puisqu'elles avaient suffisamment la mémoire pour s'en rappeler, sont aujourd'hui malheureusement décédées, d'où l'urgence aussi un peu de ce documentaire, de le faire avant que les derniers qui puissent en parler ne puissent malheureusement plus en parler. Mais alors, quelles ont été vos principales motivations pour raconter cette histoire, qui est en fait une histoire de famille ? Oui, en fait, moi, c'est une histoire de famille que j'ai toujours entendue depuis toute petite. Ça fait partie un peu des traditions. C'est une façon aussi de ne pas oublier l'histoire et puis de pouvoir s'en rappeler du haut de mon jeune âge. Je pense que c'est important. Et donc, effectivement, en croisant ces histoires, je les ai gardées en tête pendant quelques années. Et en me lançant dans le podcast, j'ai eu envie de faire un documentaire sur quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai repensé à cet échange avec ma grand-mère, ma grand-tante qui, elle, l'a vécu de très près puisqu'elle avait 5 ans quand elle était à Saint-Agrève avec ses parents. J'ai repensé à cette histoire que ma grand-mère Patricia m'avait racontée et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je sais faire ? Moi, je sais faire de l'audio, j'aime faire du podcast. Pourquoi ne pas condenser toutes ces histoires dans un podcast pour justement que la mémoire ne s'oublie pas, puisque d'ailleurs les personnes qui ont été déportées, les personnes en tout cas qui ont vécu à Saint-Agrève, mes arrière-grands-parents sont décédés, il y a plus vraiment de traces ou de personnes en tout cas qui sont encore en vie sur le territoire qui peuvent en témoigner, donc c'est important de raconter, de rassembler ces histoires avant qu'elles ne s'oublient pour toujours. D'accord. Et si j'ai pu bien comprendre, du côté paternel, vous avez également des proches qui ont subi des traumatismes liés à l'histoire. Je pense notamment à votre arrière-grand-père déporté à Auschwitz. Envisagez-vous également de raconter son histoire ? Je pense pas raconter dans une deuxième série documentaire son histoire parce que mon père et mon grand-père, à partir d'archives vidéo qui ont été tournées par des historiens et par des journalistes qu'on a retrouvés chez mon arrière-grand-père, ont déjà condensé toutes ces informations dans un petit livre qui s'appelle Un Mensch et que j'ai pris moi énormément plaisir à lire après, qui m'a évidemment aussi beaucoup émue parce que c'est mon histoire personnelle. Je trouve qu'ils l'ont fait très bien, ils l'ont fait justement, et je pense que je ne ferai pas mieux qu'eux, et cette histoire a déjà été racontée, non pas en podcast, mais en livre, donc je leur laisse ça, et comme ils me laissent raconter cette histoire dans cette série documentaire concernant l'autre partie de ma famille. Il y a donc ces vidéos, ces archives vidéo qui sont sur YouTube justement, et sur lesquelles mon père et mon grand-père se sont appuyés pour écrire ce livre. Et effectivement, c'est ce qui est écrit dans la première partie du livre. Il manque l'accent de mon arrière-grand-père qui est spécifique aux Polonais et aux personnes je crois qu'ils le disent comme du Yiddishland, avec où tous les U sont transformés en I. Donc oui, il y a pas son accent, il y a pas sa voix forte chantante comme ils le décrivent dans le livre, mais je pense que quand même les écrits restent et que c'est un super travail qu'ils ont fait. Donc il y a la vidéo en archive qu'on peut consulter sur YouTube, et il y a ce livre qui raconte année après année tout son vécu des ghettos de Łódź, son enfance, les ghettos de Łódź jusqu'à la déportation et puis l'après-déportation, comment on se reconstruit après tout ça. Donc non, je trouve qu'ils l'ont tellement bien fait que je ne, à mon sens, pourrais pas faire mieux que ce qu'ils ont déjà fait. Écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à la thématique que nous venons d'aborder ?
Moi, en tout cas, ce qui me tient à cœur, c'est que je suis toute jeune, j'ai 25 ans, et on entend beaucoup ces histoires des derniers rescapés de la Shoah, des dernières personnes qui ont connu des personnes soit rescapées ou qui ont vécu cette histoire de plus ou moins près ou de plus ou moins loin. Mais toujours est-il que je pense que c'est quand même important de continuer à la transmettre pour que ces histoires ne s'oublient jamais, et que de par mon histoire familiale et de par mon jeune âge, c'est important pour moi de pouvoir la transmettre à ma façon, avec mes codes, avec ce que j'aime et ce que je sais faire. Donc ça me semble important de pouvoir mettre tout ça au sein d'un documentaire podcast. Merci beaucoup et félicitations. Bon courage pour la suite de votre projet. Merci beaucoup Isabelle. Ce podcast a entièrement été réalisé par Isabelle Birambeau. Un grand merci à Julia Urbachtel qui m'a gentiment accueilli pour cette interview.